véritablement à faire avancer la cause de nos camarades qui sont injustement emprisonnés. Je veux dire que à quoi ça sert réellement de dire libérer X ou Y si quand il y a des actions d'envergure qui sont menées, on n'arrive pas à s'en servir pour vraiment donner un coup de pouce, un coup de pouce à la situation de nos amis emprisonnés. Je pense que ça devrait être notre cheval de bataille. Voilà, l'emprisonnement des frères et tout ça, parce que c'est ce à quoi même s'attelle, voilà, le parti, le PPACI. Il n'y a que vraiment le PPACI qui donne vraiment de la voix sur ce sujet-là. Et on est préoccupé à d'autres choses, alors qu'il y a des situations beaucoup plus préoccupantes. On tient un peu ça, mon frère, vas-y. Mais en ce que tu dis, par rapport à cet élément-là, il faut dire que moi, c'est mon constat. Hein. Ouais. Mon constat, c'est comme il n'y a pas de vérité qui soit une vérité absolue de ce monde, Tout à fait. il faut relativiser les choses. Tu sais, depuis un bon moment, depuis ces 10 ans, 15 ans qu'Alassane au pouvoir, ils ont appris un peu à désorienter le peuple ivoirien. Tu sais, aujourd'hui, par exemple, on va demander à un jeune en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a déjà écouté le morceau comment on appelle, de Louga François? Il dira non. Alors qu'on est un peu dans une ville où on a envie de faire un peu de la connaissance. Tout à fait. Mais tu vas demander à un jeune tout à l'heure, le jour de la mort de cet artiste-là, on va te jouer bébé sans os. On va appeler Managa confiné et dire que congélateur pour venir jouer. Et les Ivoiriens sont devenus friands de ce genre de choses-là. Je te le jure. Aujourd'hui, on déguise les animateurs en femmes pour venir passer à la télévision. Ouais. Et les sujets qui sont réels, vrais, on s'en éloigne pour des futilités. Regarde, des petites choses, hein, des petites choses qui ne sont même pas plaisantes. Même plaisamment parler de ça, ça n'honore pas la toile, les gens. Mais les gens en parlent. Au détriment de ce qui est fait réel. Ouais. Les vraies problématiques, on s'en éloigne. On s'en éloigne. Et moi, les gens là auront leur audience. Mais on ne va pas dans le bon escient des choses, dans la bienveillance des choses. Il n'y en a pas. En ce moment où je te parle, on déguerpit des gens sans situation. Le même moment qu'on dit, les zones sont à risque à Abidjan. Donc il faut déguerpir pour pouvoir les viabiliser. À ce même moment, les gens vont s'approprier la lagune, qui aussi sont des zones par nature créées. On remblait, on met des ordures à l'effet de construire des maisons. Et demain, quand il va pleuvoir, l'eau étant habituée à son lit, va chercher d'autres pistes. Et les pistes que ça va chercher, c'est se déverser dans ces maisons de ceux qui n'ont rien. Et mort va s'en suivre. Tout à fait. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc pour moi, au-delà de notre débat politique, il faut venir sur la formation de la jeunesse. C'est-à-dire, il faut amener la jeunesse à prendre la parole, à parler politique. Moi, je suis en France. Récemment, on a eu des élections législatives. Mais il y a des jeunes de 19 ans qui sont maires. Ouais. Il y a des jeunes de 19 ans qui sont devenus maires. Une fille de 24 ans, en deuxième année de droit, est devenue maire. Un autre petit de 21 ans, de 19 ans, est devenu maire. Mais en Côte d'Ivoire, en Afrique, on est dans les débats qui n'apportent rien. Il n'y a aucune construction idéologique. Moi, ensuite, je te le dis, il y a des jeunes de 19 ans qui ont gagné des maires qui étaient en place depuis des années. Mais pas une vocation politique, servir la nation. Ces jeunes-là sont mis au devant. Et aujourd'hui, ils parlent politique. Ouais. Alors qu'à l'époque, on nous disait, oui, la place de la jeunesse, c'est de les former. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans nos 40 ans, 35 à 38 ans, on est encore prêt à aller suivre des personnes qui vont nous noyer, ou au moment où on a envie d'entendre nos voix, on va venir dire, tu as besoin de quoi? Je te donne un téléphone, je te donne une moto, tu vois, Soleil, il est de l'opposition. Quand tu as rouler ta moto, il faut partir le taper parce qu'il est de l'opposition pour l'éliminer. Tu sais, et moi je suis le ministre, j'ai un emploi pour toi. Et si tu as tes 40 ans, tu es chez tes parents, moi ils te rendent douanier. Et puis quand ils te rendent douanier, là, dans ton village, il faut tout faire pour interdire les autres de s'exprimer. Donc on est dans des rôles où on attend qu'on nous nourrisse. On attend que les gens nous émancipent encore. Or, le continent européen est en train de s'émanciper. Demain, ces jeunes de 21 ans, 19 ans qui gagnent les élections municipales vont se retrouver aux élections législatives. Ils vont aller créer des lois. On les verra comme des présidents demain. Ouais. Qui vont aller attraper les Alassane en Côte d'Ivoire par les mains pour dire où les Paul pour dire oui, ce que je vais te dire, il faut écouter, sinon tu ne seras pas candidat. Effectivement. On nous chosifie, on nous rabaisse, mais on est obligé. Parce qu'on ne s'intéresse pas aux réalités. Tout à fait. On ne s'intéresse pas aux réalités des choses. On est ridicule. Sur des panels, quand on prend nos voix, ça ne sert à rien.
Comment l'affaire Bitogo, les prémices de sa chute ou de son conflit en interne avec le parti qui sert, Ouais. mais les prémices ont commencé à Yopougon. Les prémices ont commencé à Yopougon. Bitogo n'a pas été consulté. En termes de compétences, territorialité, le maire il est autonome dans la gestion de sa commune. Mais le ministre-gouverneur n'a même pas consulté Bitogo. Il allait démolir des écoles. Quand Bitogo a dit « j'ai saisi la police », ça n'a jamais plu au pouvoir en place. Ouais. Il continue de payer. Donc tu vois dans quoi on est. Si tu me tiens, tu me sers comme un cheval, comme un chien, on te servira. Aujourd'hui en Afrique, un jeune vote pour un t-shirt, pour un chapeau, pour avoir une moto, pour avoir 5 000 francs. Mais les petits blancs qui gagnent ici les élections municipales, là, tu ne peux pas lui dire, tiens, 2 000 euros, il faut suivre Macron. Tiens, 5 000 euros, il faut suivre telle personne. Va te dire, tu me donnes là, pourquoi? À quoi ça va servir? Je te parle de mon idéologie, de ma vocation. Toi, tu veux me corrompre. Tu ne peux pas les corrompre. Mais je te dis aujourd'hui, ceux qui nous maudissent dans les panels ici, là, qui se disent militants de RDR, là, tu arrives demain à Côte d'Ivoire à gagner, et puis tu lui as dit, moi, je vais te donner 2 motos. Une moto que tu veux là, et comment on appelle une moto de Yamaya. Je vais te donner une moto de BMW. Tu n'es plus à la Sanis. Le même là, il va déchirer son t-shirt dans la salle. Il va te dire, oui, moi je suis avec toi. Il ne va même pas penser, qu'est-ce que la moto là va me donner? Mais pourquoi tu me donnes une moto? Il n'y a aucune conviction, aucune idéologie. Et c'est facile de nous atteindre et de nous manipuler. Là, comment aujourd'hui on est manipulé sur la toile? Aucune conviction. Aucune position qui soit une position figée. On est tous dans une caisse de transhumance d'idées, dans une sorte de braquillation des partis politiques. Tu connais quelqu'un, demain il parle de PPACI, 2 jours après il s'en parler de RDR, 6 jours après il s'en parler de GPS ou d'un autre parti politique. On n'a pas de position qu'on veut défendre. Le mal est là. Nos parents croupissent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cacao là, ils ont payé à 2800. Le dernier reçu qu'ils ont donné, on dit c'est à 1200 on va payer. 1200, les pisteurs n'ont pas 1200. Et ils disent on a 1000 francs, on a 900 francs. Ensuite, il te dit on paye à 900 francs. Je suis d'accord. Je te crois. Parce que le cacao ne va pas rester dans la vie, mais éternellement. Qui est-ce qui va s'asseoir sur son palais pour dire je vais faire enquête dans tel village, ils vont m'envoyer des données, ils vont les exploiter pour que les gens comprennent. Dans la bassesse. Mais nous, moi ce qui me plaît, on continue de maintenir, même si c'est 3 personnes, 4 personnes, on continue de parler. On continue de parler. Aminissi a parlé d'Alassane. Mais quand Aminissi finit de parler d'Alassane, mais qu'est-ce que Alassane fait? Il pond un communiqué, mais 2 jours après, 6 jours après, il vient en France. Il vient en France, ouais. Mais quand il vient, il fait quoi? Ces organismes-là, si ils étaient dans les pays les plus modernisés. Ouais. Moi, je te rappelle un fait pour mes terres. C'est ça quand il y a eu le génocide de Ouai. Amnesty International a produit un rapport. Ils ont fait un documentaire sur France 24. Okay. Je t'ai dit de regarder le documentaire. Ouais. Ils ont accablé le gouvernement ivoirien au journal télévisé sur France 24. Le journal a rediffusé, qui a repris, le discours de la journaliste a changé. On dit, le président de la République de Côte d'Ivoire et le ministre de la Justice, Sassa Kabilé, ont appelé le représentant de Amnesty en Côte d'Ivoire pour lui dire, ton documentaire que tu viens de produire là, ce n'est pas un documentaire qui honore la Côte d'Ivoire pour la cohésion. Que vous voulez faire de la révolte en Côte d'Ivoire, supprimer. France 24 a supprimé le reportage d'Amnesty International sur le génocide Ouai. Est-ce que tu te rappelles ça? Je me rappelle très bien. La vidéo a été supprimée officiellement du journal. Est-ce que tu comprends? Très bien, ouais. Donc, il vient pour nettoyer son image. Lui, il ne tient pas compte des Ivoiriens. Il faut laver son image, l'affront, à l'hexagone. C'est ce qu'il voulait dire, mon frère. Effectivement, ce que tu dis, mon frère, je suis entièrement d'accord avec toi à plus de 100%. Il faut vraiment se préoccuper en ce moment des choses. Il faut vraiment se préoccuper de nos amis emprisonnés. Il n'y a pas que nos amis qui sont emprisonnés. Il y a aussi des responsables politiques qui le sont. Damana Picasse, le ministre d'État Kwasi, il y a aussi l'ambassadeur Boubacar Koné, il y a Blaise Las, il y a les camarades de lutte qui occupent des postes de responsabilité dans le parti, la camarade Pascal Zaloni, il y a le camarade Eric Ogo, ça c'est pour les plus illustres d'entre eux qui sont connus, mais il faut s'inquiéter de réellement leurs conditions d'incarcération, tu vois. Et quand il y a des faits importants comme ça qui sont là, ça veut dire que on doit toujours continuer de se tenir droit. La lutte contre l'apartheid, je le rappelle toujours, en Afrique du Sud,
a duré 82 ans. Pourquoi? Parce que quand une lutte n'est pas encore à son apogée ou n'a pas encore atteint son but, tant qu'il y a une personne pour s'opposer, on a le droit, c'est un droit et même une obligation de continuer à manifester. Le président Laurent Gbagbo le sait. Il ne faut pas abdiquer, faut pas fléchir, faut pas désespérer, tu vois. Parce que ce qui se passe, les gens ont comme l'impression que le président Laurent Alassane Ouattara, pardon, est un demi-dieu, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fini de vaincre tous ses adversaires et qui, en tout cas, qui a le vent en poupe et qui a priori va demeurer indéfiniment à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, quand ils se mettent dans une telle posture, oui, Mathieu, bonsoir, quand ils se mettent dans une telle posture, ils se disent à quoi bon lutter. Mais on ne lutte pas pour d'autres personnes. On lutte par rapport à ce qu'on attend de donner comme avenir à nos enfants et à notre pays. Regarde, je vais te rappeler un discours d'Alassane Ouattara. Quand il parlait de la dette de la Côte d'Ivoire, qui était, je crois, de 6 000 milliards. Il a dit quelque chose qui était vrai. Pour une fois, il a dit une chose vraie. Il dit que cette dette-là va condamner l'avenir de nos enfants. Tu vois? C'est vrai. Mais on était à combien concernant le montant de la dette? 6 000 milliards. Mais il s'inquiétait déjà de l'impact que cette dette-là allait avoir sur l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire quoi? Ton enfant n'est pas encore né, mais il doit déjà. Quand on dit ton enfant doit déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent que produit le pays, qui allait générer des richesses à l'effet de créer des infrastructures sanitaires pour quand il naît déjà, il soit pris en charge de façon correcte, qui allait aider à l'accompagner dans tout son parcours éducatif et bien évidemment, qui allait lui ouvrir les portes de l'emploi pour qu'il soit un homme accompli, cet argent-là va être utilisé pour rembourser la dette. C'est comme ça qu'on compromet l'avenir des enfants d'un pays. Ça ne veut pas dire que quand ton enfant va naître, ou il va commencer à travailler, c'est pas lui qui rembourse, mais l'argent qui allait aider les populations à s'émanciper, l'argent qui allait créer, mettre en place les conditions d'un développement profitable à tous, cet argent-là, malheureusement, va être utilisé pour faire face au service de la dette. Et lui, déjà, à 6 000 milliards de dettes, il était estomaqué, il était effaré. Il a marqué son étonnement, il a marqué son agacement et sa désapprobation. Tant étant lui-même dans le domaine financier, il a compris que c'était une dette avilissante et qui allait avoir un impact néfaste sur les futures générations. Donc, on condamne des générations futures par le fait que nous contractons des dettes insensées. Mais on était déjà à 6 000 milliards. OK? Lui, il vient, il contracte des dettes à hauteur de plus de 40 000 milliards. Qu'est-ce que lui, il fait? Il ne condamne même pas. Il anéantit. Ça dit que sa gouvernance là, tellement elle est mauvaise, on n'a même pas besoin de la dénoncer parce que les Ivoiriens subissent ça de plein fouet. Ça dit chacun sent ça clairement. Comment? Parce que le pouvoir d'achat des Ivoiriens n'existe pratiquement pas. La hausse du coût de la vie est palpable, est mesurable, est quantifiable. Mais comment est-ce que les Ivoiriens peuvent affronter cette hausse du coût de la vie là? Mais c'est par le relèvement de leur pouvoir d'achat. Parce que justement, l'État, en soutenant le pouvoir d'achat des Ivoiriens, va faire quoi? Va pouvoir subventionner certains produits à l'effet de soulager les Ivoiriens. Mais il n'arrive plus à le faire parce que le peu qui devait servir à cela est utilisé pour faire face au service de la dette. Donc, les Ivoiriens sont laissés pour compte. Ils ne peuvent même plus se loger. Ils ne peuvent même plus se loger. On n'aurait plus... Regarde, on a demandé au porte-parole du gouvernement, le ministre Goro, imbu de sa personne, très condescendant, je ne l'aime pas du tout. Parce que quand il s'adresse, tu es porte-parole d'un gouvernement. Tu portes la parole d'un gouvernement. Le gouvernement, là, c'est l'employé des Ivoiriens. Le gouvernement n'emploie pas les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui mettent en mission le gouvernement pour travailler pour leur intérêt. Donc, tu viens porter la parole du gouvernement auprès de ceux-là qui t'ont embauché. Mais ils ne comprennent pas que c'est nous, leur employeur. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. On a l'impression que non, c'est le gouvernement qui nous emploie. C'est pas vrai. Tu emploies le gouvernement par ton vote. Tu leur offres un mandat à l'effet de gouverner le pays pour ton profit à toi. Parce que sans tes votes, ils ne peuvent pas être là où il est. Donc c'est toi qui emploies le gouvernement. Donc quand toi tu es un ministre et qui porte la parole d'un gouvernement, tu viens rendre compte en fait de ce que vous avez décidé concernant les sujets du pays. Tu viens rendre compte à la population que nous sommes. Donc tu vas venir porter la parole. Donc quand tu le fais là, tu le fais avec une certaine humilité. Mais il baigne d'une condescendance, mais qui ne dit pas son nom.
une impolitesse dans la parole. Et il ne cherche pas, quand on lui pose des questions, à rassurer. Parce que les questions que les gens posent là, c'est sujet à des inquiétudes. C'est parce qu'ils ont des inquiétudes concernant certains points qu'ils te posent les questions. Donc, ils attendent des réponses pour satisfaire ou alors soulager leurs inquiétudes. Quand le gars te pose la question, le journaliste te dit, quels sont les moyens que mettra en œuvre le gouvernement à l'effet de soulager les Ivoiriens quant aux hausses du coût des loyers, quant à la hausse du coût des loyers. Mais en fait, je comprends pas. C'est une question simple. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que vous êtes là pour soulager les Ivoiriens. Vous êtes là pour mettre en place des programmes efficients pour combattre, bien évidemment, toutes les situations qui mettent à mal la vie des Ivoiriens. En ce moment, les Ivoiriens sont confrontés à la hausse des coûts des loyers. Qu'est-ce que vous, en tant que gouvernement, que nous avons employé là, qu'est-ce que vous entendez mettre comme action pour faire face à ce problème-là? Tu vois? C'est ce qu'il dit? On est mal barré. Il dit non que... il dit... C'est 2 mois d'avance, 2 mois de loyer. Un propriétaire qui enfreint cette loi, il y a un numéro vert. Ça veut dire quoi, Soleil? Si toi, Soleil, tu construis à Abidjan un studio, tu peux mettre le prix que tu veux. C'est-à-dire que tu peux dire, bon, mon studio là, c'est 1 million. À condition que tu fasses 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Tu n'as pas résolu le problème. Tu n'as pas résolu le problème. L'activité économique est concentrée à Abidjan. Donc, il faut que les gens vivent à Abidjan pour pouvoir aller au travail. Mais pour aller au travail, il faut qu'ils aient un toit. Il faut qu'ils soient logés décemment. Mais l'accès au loyer, là, est devenu difficile parce que les coûts sont exorbitants. Comment vous gérez ça? Bon, un gouvernement sérieux, intelligent, qui se soucie véritablement du bien-être de ses populations, va dire la chose suivante. Peut-être que c'est la hausse des coûts des matériaux qui rentrent en ligne de construction de ces maisons-là qui peuvent un peu justifier cela. Donc, ce que nous allons faire, nous allons travailler à réduire drastiquement, par exemple, le prix à la tonne du ciment, le prix du fer à béton, les matériaux qui sont importés, on va alléger les taxes qui sont sur ces coûts de matériaux de construction là. Comme ça, voici des mesures propres. Tu comprends? Ça, c'est 1. 2. Regarde, quand tu détournes l'argent du contribuable, là, tu ne peux pas voler 30 milliards, tu vas mettre dans un compte. Non seulement c'est retraçable, c'est suspicieux, et puis s'il y a des enquêtes, c'est facile pour t'attraper. Donc, il faut que cet argent-là, quand il est détourné de ce pourquoi on l'a alloué, il faut pouvoir le blanchir. Mais dis-moi, quelle est l'activité qui engloutit le mieux l'argent sale? C'est la construction. Mais ils construisent, non? C'est la construction, Soleil. C'est la construction. Il y a un fonctionnaire que moi je ne connais pas, mais de ce que quelqu'un proche de moi m'a dit, il a acheté un terrain pour plus d'1 milliard. Un fonctionnaire d'État. Je te dis. Où enlève-t-il cet argent? Et donc la façon pour eux, la plus simple de blanchir toute cette masse d'argent volée là, mais c'est dans le bâtiment. Tu vois? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les immeubles ne coûtent plus 300, 500 millions. Non seulement les matériaux sont excessifs, mais demande-moi pourquoi les coûts du matériel de construction sont excessifs. Mais dans l'année fiscale 2024, 2025, 2026, tu vas retrouver cela. Les taxes sur le coût du matériel de construction. Mais oui, Soleil. Mais oui, bien évidemment. Donc, tout ça a une raison pour faire face. Il faut bien qu'on trouve l'argent. Mais pourquoi les Ivoiriens, quand on dit non, il y a 40 000 milliards de dettes là, pourquoi on est inquiet là? Les Ivoiriens ne savent pas que c'est eux qui payent, qui remboursent. C'est nous qui remboursons. C'est ça en fait. C'est nous, puisque la dette, elle est contractée au nom des Ivoiriens. Quand Draman s'en va prendre les dettes là, il ne donne pas ses dossiers à lui, il ne donne pas son bulletin de salaire, il ne donne pas ses garanties et tout ça, pour que les différents fonds vautours ou bien les institutions là lui prêtent de l'argent. Il prend la dette au nom de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est lui. Donc si on prend la dette en ton nom, qui paye? C'est toi pour qui on a pris la dette là. C'est ça en fait. Et cette dette là, elle est suffocante, elle est étouffante. Mais le truc aussi, c'est quoi? C'est que pourquoi on sent la pauvreté et la précarité? Des gens viennent dire qu'on a 2% de chômage.
en Côte d'Ivoire. Mais tu as vu l'enrôlement des militaires à Bouaké. Tu as vu le nombre pléthorique de jeunes qui sont allés se faire enrôler. Si c'est parce qu'ils aiment l'armée, c'est une bonne chose. Mais je pense que c'est parce que il n'y a rien à se mettre sous la dent. Donc, ils sont prêts à tout. Tu vois? Donc, ça vient mettre en porte-à-faux le fait Il y a maison baillée en jeu. Hein. C'est ça. Si il y a maison, habiter dans la caserne, on ne peut pas payer maison. Hein. Exactement. Il y a mangé dans le mess, le restaurant militaire. Hein. Quand il y a dans le mess des militaires, quand on vous donne des bœufs, chef cuisinier prend une partie des bœufs puis va à la maison pour nourrir sa famille. Hein. Il y a avantage. Hein. Oui, tout ça. Voilà. Je suis d'accord. Moi, je connais. Hein. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Donc, c'est ça le danger, tu vois. Maintenant, le truc, c'est quoi? Le coût de la vie est très haut. On est le deuxième d'ailleurs. Et puis, on est le deuxième pays africain qui a le plus de dettes aux côtés des institutions de Bretton Woods. On a l'une des, comment dirais-je, le coût de vie le plus, ou le coût de la vie est le plus cher, mais paradoxalement, on a le pouvoir d'achat qui est le plus faible. Maintenant, comment est-ce qu'on peut venir à bout de cela? Regarde, Soleil. Tu vois la rue, comment on appelle? Boulevard Nana Yamso, tu connais? Boulevard Nana Yamso, Trècheville, pour prendre le pont de Gaulle. Il y a des magasins qui sont là. Voilà. Exactement. Il y a des magasins qui sont là. Tu as vu que le district d'Abidjan a rasé tous ces magasins-là. Cassé complètement. Des magasins qui sont là il y a plus de 20-25 ans. Moi, je crois savoir que l'État et toutes ces choses-là, c'est une continuité. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, pour construire ces magasins-là, ont respecté tout le processus, toute la procédure en la matière. Ils se sont assurés que c'est pas sur le domaine public. En tout cas, tout a été fait dans les règles pour que ces magasins-là puissent être construits. Maintenant, ce qu'on oublie, c'est que ce magasin-là sont producteurs de ressources. Tu vois? Mais qu'est-ce que ça fait? Ça prend en compte ou ça prend en charge les familles de ceux qui occupent ces magasins-là. Donc, ça enlève de la pauvreté des familles qui, normalement, s'ils n'avaient pas droit à cela, se seraient retrouvés pour certains à la rue, pour certains n'auraient pas pu scolariser leurs enfants ou n'auraient pas pu prendre ou faire face aux charges de leur famille. Donc, c'est un élément à protéger. Tu vois, puisque c'est un secteur d'activité qui permet de soulager les populations. Donc, l'État même se doit de protéger cela. Protéger comment? Je vais venir là-dessus, mais je vais parler du fait que tu peux prendre la parole à tout moment. Hein. Ne me laisse pas parler seul. Je parle beaucoup. Je te dis que nous, il y a un distinguo. Profitons parce que même s'il n'y a pas d'audience, moi ici, il y a 11 personnes. Je ne sais pas combien de personnes tu es là-bas. 135. Hein? 135. 135. Ça fluctue. Voilà. Mais les gens apprennent quand même. Vas-y. Ouais. Non, je veux dire, ces magasins-là ont été cassés. Tu vois? Ont été cassés. En fait, il faut s'étonner d'une chose. Avant de déclencher l'action publique, là, quels sont les prérequis? Parce que si même on veut créer des édifices ou que sais-je, il faut d'abord protéger les intérêts des populations. Il faut d'abord protéger les intérêts des populations. Est-ce qu'on a pris le soin de recenser ceux à qui appartenaient ces magasins ou alors ceux-là qui détenaient ces magasins-là, à l'effet de savoir quel est le préjudice que nous allons leur causer quand nous allons les déguerpir de là. Parce que c'est une activité commerciale qui est productrice de revenus. Tu vois? Mais on casse. Pourquoi? Parce que, assurément, l'espace a été vendu ou réservé pour quelqu'un qui est très ami à un gars qui est en haut. Tous les déguerpissements que tu vois, mais c'est dans le but de faire des largeurs ou des faveurs à des amis, hein? Mais oui, parce qu'on oublie une chose. La femme de Ouattara, elle est dans l'immobilier il y a très longtemps. Oui, elle a même une agence de gestion immobilière, Haïti, qui a été épinglée et tout ça dans l'affaire des biens mal acquis pour les bongos et tout ça. Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte là-dessus et qui est en cours en France. Elle a même été convoquée où elle devait être interrogée et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On chasse simplement des sites intéressants ou alors des sites qui peuvent être l'objet d'un bon business. Et puis, ceux qui occupaient ces sites-là sont des laissés pour compte. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a... En fait, c'est ça l'horreur du 4e mandat.
Le quatrième mandat de Ouattara ne va respecter aucune loi, quoique les précédents mandats ne respectaient pas les lois. Mais ce quatrième mandat-là sera un mandat dévastateur. C'est en ce sens que le président Laurent Gbagbo disait que ce sera le mandat de l'horreur. Pour que ce mandat-là puisse exister, il a fallu écraser tout sur le passage. On n'a pris en considération aucune loi, aucune règle démocratique. On a tout écrasé, on a tout balayé du revers de la main. Parce qu'il fallait imposer coûte que coûte un système. Et ce système-là va broyer les Ivoiriens. Et ce système-là va broyer les Ivoiriens sur tous les plans et dans tous les secteurs. Et on va utiliser l'action publique, la force publique, qui devrait protéger les Ivoiriens. On va les utiliser contre les Ivoiriens. C'est ça le quatrième mandat. Et on va souffrir. Voilà. C'est ça, Soleil. J'ai parlé un peu longtemps. Vas-y, si tu as. Tu as dit est clair, mais il y a un élément voilà, sur lequel moi je développe un peu, comme tu l'as dit, comme ça, je simplifie. Tu dis, dans le livre du pouvoir qu'a publié M. François Hollande, il dit, je suis président de la République de France. Il y a des prérogatives. Mais je suis en même temps employé. Vas-y. Je suis employé par les Français, les citoyens français. Et que même si je dois prendre des décisions à moi seul, je dois tenir compte de ceux qui m'ont embauché. Et le fauteuil appartient au peuple. Mais Hans, il y a un discours à contrario quand on est en Côte d'Ivoire. Bien vrai que tu le dises, que les ministres et les présidents sont les employés du peuple. Mais les ministres même le disent aussi en Côte d'Ivoire, quand ils disent à contrario, ou en revanche, si vous ne votez pas haut, vous votez le président haut, il va gagner. À ce moment-là, les ministres ont conscience qu'ils ne sont pas élus par le peuple. Donc il faut écraser le peuple. C'est en Côte d'Ivoire, on nous dit ça. Que si tu veux qu'il vote le président, tu ne votes pas le président, il va gagner. Mais s'il gagne, tu n'auras rien. Quand on vient de dire ça, il n'y a pas d'explication en la matière. C'est ça. Quand des hommes conscients, des intellectuels qui sont partis enseigner à Harvard, aux États-Unis, viennent dire aux Africains, aux jeunes Ivoiriens, que tu votes, tu ne votes pas, le président va gagner. Mais s'il gagne là, tu n'auras rien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients qu'eux-mêmes là, ils travaillent pour le peuple. Ils ne sont pas conscients. Et c'est ce qu'on subit. Ouais. On subit ça de plein fouet. Rien ne change. Tu as dit tellement de choses. Mais en Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, il y a combien de personnes qui peuvent ouvrir un magasin? Le boulevard Nana Mousso que tu as dit là. Mais quand on construit des magasins de luxe, va voir qui peut occuper un magasin là. Combien il porte? Il paye. On dit pas des portes 5 millions. Alors qu'en Europe, ici, là, si tu ouvres une petite entreprise, la mairie ou le département va te donner un local que tu vas payer à moins de coût pour employer d'autres personnes. Et même quand ils vont te prélever, tu as une assurance. Le jour qu'il y a du feu, on te dédommagera. Mais en ce moment, il y a te dit une chose. Pour ceux qui sont honnêtes ici, sur ce panel, pour ceux qui sont honnêtes, moi j'ai fait mon enquête en Côte d'Ivoire. À Gamé, à Tekoubé, ils ont déguerpi la population. Est-ce que tu sais qu'ils ont fait des magasins eux-mêmes? Ah ouais. À Trashville, quand tu arrives au carrefour Samsung, je connais très bien. Il y a une allée où tu passes, où les gens vont avant les téléphones. Sur ce boulevard-là, il y a un autre côté pour passer d'un autre côté de Trashville. Ils ont mis des magasins. Tu sais quel magasin ils ont mis? Des magasins de 2 mètres carrés qu'ils ont collés au mur, qui sont en location. Tu ne peux pas les payer. Ah ouais. Celui qui dit le mot, qui me disent, ils ont déguerpi, et puis la mairie a construit des magasins qui vont louer cher aux populations. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. Trashville, je ne sais pas comment vous indiquer, mais ceux qui connaissent le marché de Trashville, où on voit les téléphones là, Samsung, quand tu finis de traverser là, il y a une allée, tu prends le couloir entre le parc des sports et le centre, et tu passes là. Ce qu'il a dit, peut-être qu'il connaît. Il y a des magasins qu'ils ont collés au mur. Le magasin là, tu peux pas faire, on ne peut pas s'asseoir à deux dedans. Mais tu ne peux pas prendre ça. Tu ne peux pas prendre. Demain, il y a des quelqu'un de filmer pour m'envoyer. Toi, tu ne peux pas les louer. C'est 2 mètres carrés ou 4 mètres carrés. C'est un magasin comme ça petit. Ils sont collés au mur. Ils ont construit aussi comme ça, du côté d'Atekoubé, quelque part là-bas.
Ils ont cassé et puis eux-mêmes, ils ont mis des magasins en bordure de route qui vont louer. Mais ces magasins, ce n'est pas tout le monde qui va les avoir. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. On déguerpit, on construit, mais qui n'est plus accessible. Il n'est plus accessible. Ou l'une des solutions, si tu es dans le conseil municipal, c'est RADP, on va donner ça aux jeunes de RADP, à Trècheville, et qui vont envoyer, et qui vont sous-louer aux Nigériens qui vendent les téléphones, les Aoucha qui vendent les téléphones. Parce que c'est le secteur où on vend les téléphones de seconde main. Marché de Trècheville, là. Samsung, là. Va voir ce qui se passe. Il n'y a pas d'Ivoirien qui soit là. Parce qu'un Ivoirien ne peut pas prendre le magasin. Moi, j'ai vu. C'est pas blanc. J'ai vu, ils étaient construits. Et là, ils ont mis des pavés pour construire les magasins, pour que ça soit un endroit luxueux. Ils ont mis toutes des pavés sur l'endroit, le trottoir. Et puis, ils ont construit. C'est Abidjan, hein, il n'était pas d'Abidjan. C'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, on ne te parle d'une maison à Abidjan, une maison qui est chère. Qu'est-ce que l'État fait pour accompagner? On dit qu'ils ont mis des numéros verts. Moi, j'étais à Guérobité 1 pour prendre une maison. Bon, pour ceux qui vont penser que j'habite là-bas encore, je n'habite plus là-bas, non, on n'allait pas derrière moi là-bas. Mais à Guérobité, on arrive et puis on demande le prix de la maison. Le jeune nous dit, c'était T2, chambre-salon, dans un immeuble, un bel immeuble. Et puis il dit, il y a d'autres personnes qui viennent. Hein. Écoute bien ce qu'il donne comme exemple. Il y a d'autres personnes qui sont en attente. Mais si vous voulez prendre là, les 120 000 là, peut-être il va mettre 10 000, ça va donner 130 000. Mais vous allez me donner un mois moi-même, plus 2 mois de caution, ou bien combien de mois de trucs. C'est que sur la tout, ça doit faire 7 mois. Multiplie 130 000 par 7 mois, qu'on doit lui donner chaud. 7 mois en total. Ouais. Mais on est avec lui et puis son téléphone crépite. C'est-à-dire, l'offre et la demande, tu connais un peu le côté. Tout à fait. Quand il y a plus de demandes que de l'offre, mais qu'est-ce que ça devient? Le coût explose. Entre l'offre et la demande, c'est ça. Donc, il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui, comme des fonctionnaires dont ils parlent, qui trichent, qui sont des voleurs. Monsieur est douanier, femme est gendarme, douanier va rapporter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Et ils viennent et puis ils disent, bon, nous, on va prendre ça à 140 000. On va y habiter. Toi qui es insisteur, tu viens de commencer ta carrière à Abidjan, tu ne peux pas. Aujourd'hui, à Abidjan, là, demande à ceux qui font CAFOP. Ils vont dans nos villages, pourquoi? Dans les villages, les logements sont offerts au maître. Moi, dans mon village, les institutions ne payent pas maison. Les gens du village sont eux qui ont construit eux-mêmes les habitations pour les mettre, pour ne pas que les institutions manquent. Mais aujourd'hui, les institutions préfèrent aller dans les villages. Parce que là-bas, ils ont leurs primes de logement, ils ont leurs primes de transport, mais les villageois les offrent des maisons pour dormir. Donc, l'offre et la demande, c'est ce qui fait que les maisons augmentent. Mais la solution, c'est quoi, Hans? L'une des solutions envisagées, c'est la décentralisation d'Abidjan. Désengorger Abidjan. Il faut désengorger Abidjan. Et les coûts des maisons deviennent chers en dehors des blanchiments d'argent qu'ils font. Mais ce sont les mêmes qui sont dans les administrations et qui ne sont pas propriétaires de terriens, mais qui vont voir le peuple ébrié à la gare d'Abidjan, à qui ils donnent des voitures aux chefferies. Avec la complicité de ces chefs-là, ils ne sont pas sudistes, mais sont eux qui vendent des terrains. Et à quel prix, Hans? Tu ne peux pas payer un terrain dans la main de quelqu'un à Abidjan où tu dois faire des papiers. Le terrain, tu l'as eu à 2 500 000 et tu fais des papiers de 3 millions de plus. Il y a des papiers, tu peux faire à Abidjan, un terrain de 3 millions. Dans les pas dit Abidjan, il veut parler des banlieues, à Beauville, tout cela commence à rentrer d'Abidjan. Grand Yapo, là. Tu payes un terrain à Grand Yapo, sur la route d'Abobine, dans un champ. Mais quand tu vas faire papier de Grand Yapo, là, le terrain que tu as eu à 2 millions, là, si tu fais les démarches là, pour avoir le papier du ministère de la Construction, ça va te revenir à 1 500 000. Tu passes pour venir demain. Le chef n'a pas encore signé, tu dois donner 10 000. Tu reviens après 2 jours, non, le patron est parti quelque part. Ah, tu n'as pas donné mon transport, tu as donné 20 000. Pourquoi on t'appelle? Dans ça, va et viens là. Tu dépenses le prix du terrain. Mais quand tu construis, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vouloir augmenter le prix. C'est comme les concours en Côte d'Ivoire. Pourquoi le policier raquette sur la route? Mais il a payé le concours. Pourquoi le gendarme raquette sur la route? Il a payé le concours. Pourquoi le douanier te demande l'argent sur la route? Il a payé son concours. Pourquoi le cadre de l'administration, comment on appelle, le cadre de l'administration te demande l'argent? Comment on appelle, lui qui est de service des impôts du trésor, il te demande l'argent pourquoi? Mais c'est parce qu'il a payé le concours. Tout à fait. Donc, c'est sur la population, il n'y aura pas pour avoir leur argent.
Et ça, c'est les mécanismes. Et maintenant, au niveau étatique, nous, on a vu des ministres ici en Europe, moi ici en France, tu le sais. Mais à un moment donné, il y a eu des critiques assez sur le gouvernement de Macron. On dit tu prends des ministres, le gouvernement est dissous, tu prends des ministres, tu prends des ministres. Mais il faut diminuer le train de vie de ces ministres-là. Tout à fait. Ils reçoivent des rentes viagères. Ils reçoivent de l'argent pour leurs fonctions qu'ils occupaient. Tu les dédommages et puis ils partent. Mais aujourd'hui, il y a une loi en France pour que tous les anciens ministres-là n'aient plus les avantages. Qu'est-ce qu'Alassane nous avait dit pour que la population ne subisse pas les hausses des prix? Il a dit, moi je viendrai diriger la Côte d'Ivoire avec au moins un nombre de ministres. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir 40 ministres. En oubliant que ces ministres rebelles étaient dans le gouvernement, les ministres rebelles, y compris les ministres du RDA, qui lui donnaient l'argent de poche. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand Alassane a été nommé Premier ministre en Côte d'Ivoire, ce sont les membres du gouvernement qui l'a choisi, qui l'a nommé ou qui a choisi. Ça, eux, Alassane a envoyé des lettres pour dire, tu es ministre, ton salaire là, ça doit occuper, vous devez meubler ma maison. Tu ne sais pas cette histoire-là? Oui. Alassane a demandé au ministre de meubler sa maison. Il a appris ça, non? Il a appris. C'est Alassane qui a demandé au ministre, si tu veux rester dans ce gouvernement-là, pour payer ma maison, pour payer les meubles. Les ministres ont donné leur salaire pour payer les meubles de la maison d'Alassane. Imaginez un homme comme ça, dirigeant d'un parti politique, ces ministres dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait eux, à ces ministres, Lamine Bakayoko? Ils ont donné de l'argent chez lui à la maison. Il recevait de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Il a donné de l'argent. Donc aujourd'hui, Alassane qui nous avait critiqué que le gouvernement de Laurent Gbagbo avait une pléthore de ministres pour un petit pays, mais il en a fait combien aujourd'hui? S'il diminue le nombre de gouvernants, des ministres, mais un Ivoirien peut acheter au moins 1 kilo de bœuf au marché. Premier ministre, vice-premier ministre, ministre de la Défense, et ministre cabinet gouverneur, au représentant du chef d'État, vice-président, le directeur de cabinet du vice-président a rang de ministre. Lui-même, c'est le directeur de cabinet, on est ministre. Aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire, on a les ministres à la présidence de la République qui ont rang de ministre d'État. Mais il faut calculer tout ça. Sans compter son fonds de souveraineté. Mais ici, là, tout à l'heure, depuis hier, le prix du carburant a flambé alors qu'on n'est pas en Iran. Hein. Tout à fait. On n'est pas au Koweït. Hein. Mais dans une semaine, je vais t'appeler pour te dire, il y a une grève en France ici. Le carburant, le diesel est passé à 2 €. Mais tu vas voir que les Français vont commencer à dire à Macron, mais il faut penser au peuple. Et il va y avoir des actions. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, même le prix du sucre augmente. Mais tu attends le lendemain, où on a tous crier pour dire que la qualité de vie, on dit, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire vient de nommer monsieur Sanogo Mamadou, et comment on appelle, comment vous appelez là? Quoi là? Il est devenu quoi là? Médiateur de la République. On dit la vie est chère, et puis on prend quelqu'un, on dit médiateur de la République. On dit que le cacao est moins cher. Le ministre qui n'a rien fait, on le décore, on lui donne de l'argent. La décoration, c'est l'argent. Ouais. Il y a un flou. Il y a une incohérence, une incongruité qui ne dit pas son nom. Et les Ivoiriens sont muets. On parle aux Ivoiriens, on dit non, de Bordeaux à gifler et kérosène. On parle aux Ivoiriens, on dit non, et comment on appelle, Tapet de Lucien, il était mort, mais il avait laissé l'argent à la femme d'Alassane Damawatra. On ne comprend rien. On comprend rien. On ne comprend rien. Aujourd'hui, on est habitué à ça. Ouais. Ça donne migraine. Moi, quand je regarde souvent, je me dis, regarde les deux là. C'est une sang. Soit c'est une sang. J'ai mal à la tête. J'ai vraiment mal à la tête. Tu as fait mal à la tête, hein? Je suis d'accord avec toi, Soleil. L'école ivoirienne, on n'en parle pas aujourd'hui. Une fille de terminale, c'est pas écrit Mars. Une fille de seconde ne connaît pas la superficie de la Côte d'Ivoire. Mais, et puis, tu nous vois, on dit, les Burkinabés ne savent pas lire écrit. Alors que les Burkinabés ont été les premiers au KMS. Ils ont eu des professeurs agrégés. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on dit, tu demandes aujourd'hui un enfant ivoirien, dit, quand tu lui dis à l'école même, qui a découvert l'Amérique, on dit c'est Bitogo. Tu as vu? Un jeune ivoirien. Non, c'est pas vrai. Ils ont parlé à une question, ils ont posé une question à un jeune. C'est un jeune ivoirien, il est correctement dit. Il a dit c'est Bitogo. Une question. En ce moment, je n'aime pas aggraver les choses.
Ils ont posé question à un jeune. C'est une question de culture générale. Il dit, monsieur, c'est Bitogo Adama. Je te le jure. À ce point-là? À ce point-là. On demande aux élèves, lui au moins, ça veut dire quoi? Ils ne connaissent pas. CDAO, ça veut dire quoi? Ils ne connaissent pas. Le conseil d'entente, il faut citer 2 personnes. Ils ne connaissent pas. Ouais. Ce n'est pas du mensonge. C'est la misère. Mais Soleil, je te prends au mot. Je te prends au mot. Avant, regarde un peu les ministres qui ont occupé la tête du ministère de l'Éducation nationale. Mais c'était des érudits. C'était des hommes instruits, Soleil. Les Pierre Kipré, les Akuto Yao, les... Comment ils s'appellent? Je peux t'en citer plusieurs. C'était des hommes instruits et ces ministres-là même travaillaient sur le matériel didactique qui allait être utilisé pour la formation des élèves. Tant intellectuellement, les gens étaient capables, ils étaient assis. Il y avait une vision claire de ce qu'on voulait pour l'éducation. Parce que si tu as une population mal formée, tu as un développement qui est hypothéqué. Tu vois? Donc, il y avait une vision claire. Et partant de cette vision-là, le premier régime a essayé de mettre en place, en tout cas, ce qu'il faut en termes d'infrastructures scolaires pour recevoir les élèves ivoiriens et même ceux qui étaient en Côte d'Ivoire. Donc, si tu mets à la tête du ministère de l'Éducation un visionnaire, quelqu'un qui a une culture, des sachants, des gens qui ont été formés, qui sont rompus à la tâche, mais ça va rejaillir sur la formation académique de tous les élèves. Pourquoi le niveau des élèves était comme ça? Et puis, sous le gouvernement de Ouattara, ce niveau-là n'existe pratiquement plus. D'abord, il y a une analphabète qu'on met à la tête de l'éducation de la Côte d'Ivoire. Et ça là, faut pas que on fasse fi de ça. Le ministre, c'est le technocrate qui va mettre en place la pensée du gouvernement par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre dans un certain domaine. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme but pour notre éducation, pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Tu mets Kandia Camara, qui n'a pas de niveau 5e. Quels sont ses apports? Qu'est-ce qu'elle peut créer, comme on le dit chez nous? Qu'est-ce qu'elle peut changer? Quoi? Non, c'est normal. Le niveau là va chuter, frère. Ça va pas. Et puis, regarde aujourd'hui, on nous montre que l'école n'est plus la ressource qu'il faut utiliser pour donner un avenir à nos enfants. Les élèves, les enfants sont désintéressés de l'école. Ça ne les intéresse plus. Tant les formateurs n'ont pas le niveau. Parce que dans les recrutements des enseignants là, c'est du copinage. Puisque on fait là-bas, merci Live Bindé, merci pour ton soutien, bisous ma chérie. Puisque là-bas, on a fait ce qu'on appelle le rattrapage ethnique. Le rattrapage ethnique, c'est la consécration de la médiocrité, c'est la consécration du favoritisme et c'est le bannissement du mérite. C'est ça le rattrapage ethnique. Je te prends parce que tu es de mon clan, tu es de ma région. Que tu aies le niveau ou pas, c'est pas mon problème. Et surtout parce que tu es de mon parti. Donc, ceux qui sont censés apporter la formation académique, là, est-ce qu'ils en ont les compétences? Puisqu'il y a le rattrapage ethnique qui existe. Faut pas l'oublier. On a des gens qui forment nos élèves, mais qui n'ont pas de niveau, frère. Faut pas oublier ça. Le maître qui donne dictée, lui-même l'a fini en faute d'en dicter. Et puis le programme qui est censé vitaliser le cursus scolaire de l'enfant. Non mais Soleil, il faut qu'on fasse les états généraux de notre... Je te dis, hein, parce que nos enfants ne sont pas compétitifs. L'État est censé assurer, en tout cas créer les conditions de la formation académique efficiente de nos enfants. Et ça passe par la réussite et la réalisation des infrastructures scolaires. Mais on nous dit qu'il y a 1000 écoles, plus de 1000 établissements qui ont été réalisés. Montrez-nous les établissements qui ont été réalisés là. Non. Le fait de, comment dirais-je, remettre en état une école qui était vétuste ou délabrée ne veut pas dire création d'une nouvelle école. Il y a des enseignants qui manquent un peu partout à l'intérieur. Il y a des écoles où les enfants sont encore dans des cases ou alors même dans des abris de fortune. Ça dit que le toit là, ce sont des feuilles ou des, je sais pas moi. Et puis, les élèves sont là. Il y a un manque criard de logement pour les enseignants qui sont affectés. Tout cet argent qu'on a pris pour dans la dette là, pourquoi cet argent là
ne pourrait pas servir à mettre en place un programme ambitieux à l'effet de restructurer notre formation académique. Ces enfants-là, c'est ceux-là qui vont gérer la Côte d'Ivoire demain. Mais avec un tel niveau, c'est qui on forme? Excuse-moi du thème. C'est des moutons. Et c'est fait exprès. Parce qu'un peuple qui est éduqué est un peuple qui n'est pas manipulable. Si aujourd'hui, les gens comprennent les enjeux de ce qui se passe dans le monde, surtout les Africains, c'est parce qu'on a commencé à avoir un peuple éveillé. Mais ça passe par une formation académique efficiente. Mais si on n'est pas bien formé, on n'est pas intelligent. Si à la télévision, les médias de masse ne font que projeter chaque jour des influenceurs qui disent aux enfants, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Il suffit de montrer une certaine façon de vivre pour que tu aies des partenariats et ces partenariats-là vont te faire vivre. Il faut que tu sois un grand rappeur parce qu'on montre les rappeurs qui vivent, qui roulent dans bolide, qui ont pignon sur rue. Parce que la télévision, c'est la danse matin, midi, soir. Tu vois des petits coins de 4 ans, c'est des grands mouleurs. C'est des grands, comment on appelle ça? La danse, on appelle ça Biama, non? C'est des grands danseurs de Biama. La danse est féminine, là. Voilà. Une danse woubitisée. On permet à la télé, on fait la promotion du woubisme dans une émission de grande audience pour enfants. Des danseurs s'embrassent sur la bouche. Et il y a un woubi qui est imité. Non, je te dis, il y a un woubi qui est imité, qui va à Ozo Vacances, qui est l'émission par excellence, qui est suivie par des millions d'enfants, où on donne une place expressive à un woubi. Mais c'est dit que c'est ça qui a à faire, qui a à copier. Tout ça, c'est pensé. Voilà. Et la télé, là, nous projette quoi? Le délaissement des études au profit de tout, sauf la formation académique. Donc, ton enfant, il va se lever matin, il va te dire non, lui, il fait rap. Ou ta fille va te faire influenceur. Ou alors, je sais pas, tout, mais sauf la préoccupation d'aller à l'école. Parce que on a vanté d'autres mérites. Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est, en grande partie, c'est parce qu'elle a pu former des hommes. C'est parce que la formation académique, là, était très soutenue. Donc, on a eu des hommes intelligents qui ont pu bâtir quelque chose. Mais si on relègue au second plan la formation académique, mais le développement, là, c'est la formation. Le développement, c'est la formation. Tu vois? Quand je regarde ça, quand je regarde ça avec beaucoup de recul, je comprends que les gens ont fait exprès. Parce que tu sais, quand les gens ont voulu mettre Ouattara au pouvoir, qui sont ceux-là qui se sont dressés? Ce sont les jeunes en majorité. Mais pour que quelqu'un fasse un combat, c'est parce qu'il a réfléchi sur l'importance de ce combat-là. Mais pour cela, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il ait bénéficié d'un certain accompagnement académique qui est très, très, très important. Donc, les jeunes Ivoiriens, dans leur ensemble, n'ont pas capitulé parce qu'ils ont compris les enjeux. Donc, c'est une jeunesse qui est éduquée. C'est nous, là, c'est notre époque. Tu comprends? C'est notre époque. On a pu faire face, faire front vis-à-vis du complot qui visait à renverser la Côte d'Ivoire au profit d'autres intérêts. Non, on s'est levé dans la rue partout. Les gens étaient prêts à se battre et tout ça. Les gens étaient vraiment intéressés au développement de leur pays, mais surtout à l'avenir de leur pays. Et surtout, qui est-ce qui allait s'occuper ou qui on allait mettre à la tête du pays. Donc les gens ont compris tout ce qui se passait. Les gens ont vu en cela un danger. C'est parce que ces enfants-là sont là à l'école qui peuvent nous fatiguer, qui peuvent faire foirer notre plan de prédation de leur pays. C'est parce qu'ils sont réfléchis, c'est parce qu'on les forme bien. D'accord. Quand il n'y aura plus de professeurs de maths, l'ENS ne va plus recruter des enseignants. Donc, il y aura des manques d'enseignants. Les enfants vont faire leur formation sans professeur de maths, sans professeur de physique. On va enlever la dictée qui concourt à faire bouger, à faire des exercices intellectuels aux enfants parce que les emmènent à retenir, à réfléchir et surtout à apprendre leur grammaire et leur conjugaison. On va enlever ça. Ça va être tout ce qui peut mettre en exergue l'exercice intellectuel là. On va bloquer ça. C'est vrai, c'est vrai. Tout ce, et après, toi, tu me dis qu'un enfant dit que Adama Bitogo, c'est lui qui a découvert les États-Unis, l'Amérique. Donc, tant que ils seront là, notre niveau scolaire et académique va plonger. Non, ça va aller même de plus en plus, ça dit que dans les tréfonds même, tu vois,
le seul ou la seule chose à faire, c'est vraiment de les dégager. On va mettre en place les états généraux de notre éducation. Et tout. Et puis, on va prendre les experts en la matière. On va réfléchir sur comment relever comment on appelle ça, le niveau de nos enfants. Parce que c'est eux l'avenir de demain. Si ton futur président c'est un danseur de Biama, il va prendre des décisions pour ton pays. Ton futur président c'est un influenceur qui n'est pas là à l'école. C'est un vrai où il va prendre des décisions pour ton pays. C'est ça le vrai défi. Mais que de se concentrer sur ça pour enfoncer le clou. Quant à la dénonciation, on est distrait. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens ne peuvent ni s'informer par le travers des médias parce que tout est biaisé là-bas. Les gens ne peuvent plus s'exprimer librement parce que le fait, c'est enfreindre la loi. Donc, ils utilisent désormais d'autres plateformes pour venir aux informations. Les réseaux sociaux sont un média qui ne sont pas... C'est un média qui n'est pas encore contrôlé. Tu vois, les gens n'arrivent pas à orienter la communication ou les informations véhiculées sur les réseaux. Donc, c'est devenu la nouvelle plateforme d'information pour les Ivoiriens et même les Africains. Parce que là-bas, au moins, l'information est donnée sans filtre vraiment, tu vois. Et cette information-là, ça fait que on peut influencer. Le printemps arabe, ça part des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de révolutions qui sont parties justement de ces réseaux-là. Au lieu de l'utiliser à bon escient, au lieu d'en faire un instrument de lutte qui peut faire avancer la cause, on en fait un instrument d'estamania. On prend ça pour abrutir les gens. Et honnêtement, on peut pas refaire le monde. C'est comme ça les choses sont. Mais il faut que si un petit nombre de personnes se trouvent ou alors réalisent que il y a lieu véritablement de faire la lutte comme elle se doit, on va faire cette lutte-là. Et moi, je te remercie. Je te remercie parce que tu es l'une des personnes qui est restée cohérente, qui est restée cohérent, stoïque, qui n'a pas vacillé. C'est-à-dire que la ligne doctrinale que tu as suivie en venant sur le réseau, c'est cette ligne-là que tu adoptes. C'est-à-dire quoi? Informer et surtout être dans la lutte, dans le combat. C'est pas facile. Il y a beaucoup qui ont commencé, aujourd'hui qui ont abandonné ou qui sont à faire d'autres choses. Voilà. Et moi, je le dis toujours, tant que nous sommes à l'image du président Laurent Gbagbo, nous allons exactement suivre ses pas et ses traces. Le président Laurent Gbagbo, il n'est pas venu abrutir les Ivoiriens. Voilà. Il n'est pas venu abrutir les Ivoiriens. Il est venu leur apporter la lumière intellectuelle. Il est venu attends, hein. Ange. Donc, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Le président Laurent Gbagbo, il a compris la force des idées. Il s'est imposé par son idéal. Son idéal a fait écrouler les systèmes les plus puissants, les plus forts. Et il a utilisé un seul instrument, la parole, le verbe. Et il est resté comment? Un homme de conviction. Donc, cette force de cette conviction-là est comme la goutte d'eau qui tombe goutte à goutte sur un rocher et qui finit par percer ce rocher-là. Voilà. Et c'est en cela que moi, honnêtement, je te le dis, je ne suis pas du tout inquiet quant à l'issue de ce que nous sommes en train de faire, du combat que nous sommes en train de mener. Voilà. Parce que ce combat-là va aboutir. Il n'y a rien de nouveau. Ouattara n'est pas le dernier dictateur de la Terre, il y en aura toujours, et il n'est pas le premier dictateur. Et Ouattara ne va pas réinventer la roue. De toutes les façons, il n'agit pas, je dis, il ne fait rien différemment de ce qu'ont déjà fait les dictateurs qui l'ont précédé, qui ont été là avant lui. La dictature, c'est trois choses. C'est le tripatouillage des élections, c'est l'instrumentalisation de la justice, et puis c'est l'oppression. C'est quoi? Quand on dit l'oppression, c'est le musulman, la peur, la terreur. Ce sont les trois axes majeurs. Voilà, les dictateurs font pas autre chose que ça. Et quand tu regardes ce que Ouattara fait, il instrumentalise les élections à son profit. C'est pour ça que les dictateurs ont toujours des scores fleuves. Denis Sassou Nguesso, il s'est fait élire hier. Tu sais son score c'est combien? Merci. Je n'entendais pas moins de toi. Parce que tu sais comment on est féru d'actualité. On est obligé de lire tout et tout. Voilà. 94%. Donc, les dictateurs ne sont pas différents. Ouattara, il a fait un score fleuve. On a vu son score.
qui frise pratiquement, ou qui est pratiquement semblable à celui de Sassou Nguesso. Ça, c'est la marque des dictateurs. Le tripatouage des élections. Deuxième, l'instrumentalisation de la justice. Pourquoi? Parce que si la loi est respectée, le dictateur, là, il perd ses forces. Parce que la loi donne les apparats d'un État. La loi permet de renforcer la solidité d'une institution. Donc, si la loi permet à l'institution d'être forte, ça amenuise les forces du président ou du dictateur. Pourquoi? Parce que la loi va prévaloir sur lui-même ses droits. Donc, il est obligé d'instrumentaliser la loi. Il est obligé de personnifier cette loi-là. Donc, finalement, d'instrumentaliser tout le système judiciaire. C'est tout. Quand tu vois le procureur de la République prendre des décisions, moi, je me rappelle, lors d'un communiqué, d'une conférence de presse qu'il est en train de donner, à l'effet de donner l'information comme quoi, désormais, ceux qui vont faire des posts bizarres sur les réseaux sociaux, non seulement seront passibles de poursuites judiciaires, mais surtout, s'il y a des gens qui viennent commenter, ceux-là aussi, tu te rappelles très bien. Et ceux qui vont se faire fort de donner des injures gratuites vont tomber aussi sur le coup de la loi et des choses comme ça. Rappelle-toi qu'il y a un journaliste qui a dit, mais il y a un gars là, il dit, il est pasteur. Il insulte tout le monde. Il a insulté pratiquement le président Laurent Gbagbo, qui est un des leaders charismatiques de la politique ivoirienne. Il donne libre cours aux injures et personne ne trouve rien à redire. Qu'est-ce que ce procureur-là a dit? Il a même identifié le gars en question, le pasteur insulteur en question, pour dire, oh, ne vous inquiétez pas, vous allez voir dans quelques jours, j'ai la vidéo. Pour une fois, quoique je n'ai même pas à croire même en cette justice-là, je me disais au moins pour donner un semblant de justice, ils allaient au moins convoquer le gars, au moins ça. Ils l'ont convoqué. Parce que c'est une justice qui est aux autres et qui est instrumentalisée. Et c'est fait partout dans toutes les dictatures. Donc, il ne peut pas en être autrement sous Alassane Ouattara. Et troisième, par la peur. C'est la peur qui empêche un peuple de se soulever. C'est pour ça que quand Ouattara vient à la tête de la Côte d'Ivoire, il ne fait pas de cadeau. Qu'est-ce qu'il fait? Il poursuit tous ses adversaires. Tu as gagné la guerre. Tu as pris toute la place. Tu as mis les hommes qu'il faut au poste stratégique. Tu as déshabillé complètement l'opposition. Normalement, tu laisses tout le monde tranquille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il les arrête. Il les emprisonne. Beaucoup meurent en prison. Il les jette en exil. Quand il finit de les jeter en exil, pour certains qui sont encore là, il les déshumanise. Par quoi? Par le fait de geler leur compte, leurs avoirs. Donc, ils n'ont plus rien pour être des humains. Et voilà, ils sont affaiblis. Il ne s'arrête pas là. Il va se tourner vers la société civile. Tous ceux qui vont se réclamer de la société civile vont être apparentés à l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition doit être broyée. Or, la société civile est protégée puisque ce n'est pas un corps politique. Donc, si tu veux les museler, il faut les apparenter à l'opposition. Et c'est ce qu'ils vont faire. Tous ceux qui vont se réclamer de la société civile seront taxés d'être des opposants. Et on va les mettre en prison. On a vu beaucoup d'entre eux ici. Et puis chez Balé, d'autres j'en passe. Surtout celui-là de la société civile qui avait décidé de faire une marche pour lutter contre la vie chère. Il est où? Il est en prison. C'est ce qui a valu même la prison à Charles de Sorodel, l'ancien ministre et tout ça, tu vois. Donc, c'est une gouvernance par la peur. Et il faut traumatiser les Ivoiriens. Tu comprends? On traumatise les Ivoiriens comment? Par un corps d'élite en griffe qu'on va appeler encagoulé. Mais c'est faux, c'est pas les encagoulés. C'est l'escadron de la mort. Quand tu regardes les agissements de l'escadron de la mort sous le pouvoir de Laurent Gbagbo, est-ce que ces agissements-là sont différents de ce que nous observons? Pas différents. Et c'est ce qu'ils rééditent, mais cette fois-ci au grand jour, en donnant une onction légale à leurs actions. Quand tu débats chez quelqu'un à 2h, 3h du matin, en plein sommeil, sans mandat d'emmener, ou sans une instruction judiciaire formelle, et puis tu arraches quelqu'un, en plein milieu de la nuit, non sans l'avoir bastonné, traumatiser ses enfants et tout ça, est-ce que c'est une façon d'agir? Ils pouvaient procéder simplement par une convocation, mais pourquoi ils le font? C'est pour laisser le traumatisme. C'est un message, c'est pour traumatiser les populations. Ziggy là, on est obligé de rentrer chez lui, casser sa télé, casser ses choses et tout ça. C'est un message qu'on envoie à tous les autres jeunes pour dire, voici comment est-ce qu'on va vous traiter. Donc, il n'agit pas différemment de ce que font les autres dictateurs. Mais, une chose me réjouit. Les dictateurs ont tous la même fin. Ils sont tous jetés dans la poubelle de l'histoire. Pour ceux qui ont visité les faits historiques, ils vont me donner raison. La plupart des dictateurs finissent tous de la même façon. Voilà, donc ça là, ça peut prendre le temps que ça prend. Je comprends l'impatience de mes frères ivoiriens. Je comprends l'impatience de mes frères ivoiriens. Tu sais, la souffrance là, il n'y a personne qui peut la supporter. Surtout quand elle dure. Mais je dis quelque part, c'est un mal pour un bien. Il faut tirer les leçons de tout ce qui nous arrive. Les Ivoiriens ont compris l'amour qu'on doit donner à un pays. Ils ont compris que la Côte d'Ivoire, en fait, était le seul bien cher qui leur restait.
Ils ont compris que c'est notre pays qui a été jalousé à tel point que ceux à qui on a offert gîte et couvert se sont transformés en ennemis et nous ont porté le coup fatal. Quand nous allons retrouver notre pays, tu penses qu'on va gérer la Côte d'Ivoire à la légère désormais? Je dis, c'est un mal pour un bien. Les Ivoiriens vont comprendre qu'on a besoin d'être une nation soudée, à l'instar de ce que font les autres peuples. Quand tu vas au Ghana, on dit Ghana first. Tu comprends? Quand tu vas dans les autres pays, c'est d'abord la priorisation des nationaux. Mais nous ici, c'est d'abord les étrangers. Et au second plan, les Ivoiriens. Pourquoi on se plaint des Libanais aujourd'hui? Pourquoi on se plaint un peu d'autres? Parce que les Ivoiriens n'ont rien. Rien ne nous appartient, Soleil. Rien ne nous appartient. On se tape la poitrine pour dire Abidjan est beau. Mais tout le parc immobilier est détenu à 80% par qui? C'est une bonne question, n'est-ce pas? À laquelle il faut répondre. Les entreprises privées qui embauchent, qui emploient les Ivoiriens, ça appartient à qui? Quand tu veux parler de ça, on nous présente des ticouns. On dit non, le gars de NCA, comment il s'appelle? NCA, hein, on va te brandir un peu d'Ossongui. Mais nous sommes une population de combien d'habitants? Pour qu'on ne brandisse que 2 ou 3 Ivoiriens, comme étant ceux-là qui ont pu se réaliser. C'est un échec, frère. Il y a combien de PME qui appartiennent aux Ivoiriens? Les PME, d'après l'étude qui a été réalisée par eux-mêmes, leurs propres institutions, après 3 ans de fonctionnement, 70% des PME appartenant aux Ivoiriens mettent la clé sur le paillasson. Pourquoi? On ne les alimente pas en marché public. Parce que ces marchés-là sont détenus ou sont offerts en grande partie à des entreprises étrangères. Parce que ce sont des amis, parce que ce sont des frères, ce sont des parents. C'est ça le rattrapage ethnique. Est-ce que tu sais que la Banque mondiale a audit, comme on appelle ça, un audit sur les passations de marché gré à gré? Tellement c'était n'importe quoi. L'État de Côte d'Ivoire se porte garant pour l'attribution des marchés publics à des entreprises étrangères. La Côte d'Ivoire apporte son cautionnement. Une entreprise qui n'appartient pas aux Ivoiriens. Non, c'est pas possible. Tu vois? C'est pas possible. Donc, tout ça là, c'est contre ça qu'on n'est pas d'accord. C'est pas une question personnelle. Ce n'est pas, ça n'a pas de renom personnel. Ce n'est pas une question de j'aime Ouattara ou je ne l'aime pas. Je n'ai même pas besoin de l'aimer. D'abord, je l'aime, je gagne quoi? C'est ça en fait. Mais c'est qu'est-ce que Ouattara apporte aux Ivoiriens? Et pour porter un jugement sur sa gouvernance, c'est de voir les résultats. On ne peut pas se contenter de goudron. Est-ce que les goudrons là luttent contre la pauvreté? C'est une question. Est-ce que les goudrons là, ça emploie des Ivoiriens à la fin de leur formation académique? C'est une question. Parce que ce sont les bonnes questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas oublier que les gens sont morts pour qu'ils soient là. Donc, si ils ont tué les gens uniquement pour venir faire ça, c'est que ça n'en valait vraiment pas la peine, tu vois. Donc, il faut se soucier véritablement de ce que les Ivoiriens sont en train de devenir. Soleil, rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. C'est une vérité, c'est une réalité. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui vivent dans les grosses villas qu'on voit luxueuses. Ce ne sont pas eux. Les Ivoiriens vont se contenter de vivre dans des minuscules appartements. Parce que, non seulement, tu connais la précarité. Donc, je vais dire, la gouvernance de Ouattara frappe tout le monde. Voilà. Même les aboyeurs là, ceux qui vont venir dire non, Ouattara, ils subissent les travers et les tracas de la gouvernance de Ouattara. Ça les fait aussi. Tu vois. Mais bon, ils sont dans une forme de suivi moutonnier. Voilà. Ils sont dans une forme de suivi moutonnier. Ils sont dans une forme de ne pas pouvoir se faire harakiri. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, Soleil, que nous devons faire. C'est ce travail-là que nous devons faire sur les réseaux sociaux. C'est ce travail de veille de la conscience-là. Parce que les gens se nourrissent de ce qu'on dit. Les gens apprennent et ça contribue à reconfigurer les pensées des uns et des autres. C'est ça, en fait. Tu vois. Mais bon, je pense que on va pas désespérer, hein. Moi, je ne désespère pas. Voilà. Parce que je sais que les Ivoiriens sauront se lever. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Vas-y, je te laisse la parole. Tu as tout dit. Moi, je pense que ce panel il est riche, il est très riche pour moi. Et puis, moi, je te retourne aussi des compliments pour dire que, tu sais, on dit chez nous, on dit, le cocotier, il a une certaine hauteur. Mais ce sont les noix de coco qui sont arrivées à maturité ou qui deviennent des secs plus secs qui tombent. Et puis, le cocotier continue de fleurir et puis ça donne et puis ça continue. Donc, je pense que pour le combat là, il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont être découragés, qui vont abandonner. Mais moi, je pense que
la politique est devenue que pour moi un outil d'expression. Et puis je pense que j'apporte ma part de contribution. Et toi aussi, tu t'es inscrit dans cette dynamique. On va se donner les mains, même s'il y a 2 personnes. On va parler toujours pour que les gens viennent. Quand on a commencé ces lives-là, tu as peut-être souvenance qu'on était à 3 personnes, 4 personnes. 3. Et puis il y a des gens qui ont profité pour faire... Ton micro est fermé. Hein? Il y a des gens qui ont profité pour faire une forme d'amitié avec nous. Mais on est resté fidèles à nos engagements. Tout à fait. On va continuer. On va essayer de relancer. Aujourd'hui, c'est une première que on fasse des lives co-hébergés. On va le faire souvent, on va s'accorder. On entend sur des thématiques bien définies. Ouais. Donc pour moi, il est temps, pour moi, il est 2 heures du matin. Ok. Et je te souhaite une pleine nuit, bonne nuit. Merci mon frère. Le courage. Et puis on va continuer dans ce sens-là. On va continuer dans ce sens. Loin de tout ce qui est les ordures, nous on est focus. On est focus, c'est ça, je suis d'accord. Allez, merci. Et puis à toutes les 80 personnes qui sont sur là, je vous dis à demain. Voilà. Merci on a suivi. On va rééditer cet exercice-là de temps en temps pour mener le combat. Et merci beaucoup. Merci. C'est là et merci. Ciao.